Bonjour. David Bosc, conseiller municipal, adjoint au maire de Marseille Thomas Bory en 1870, est un personnage très intéressant que j'avais découvert lors de mes recherches sur la commune de Marseille et dont j'ai raconté l'histoire et le procès dans un petit récit publié en 2001 aux éditions du Comité du Vieux-Marseille, 1874, David Bosc, Marseille accusé. C'est, écrivit Pierre-Marie Jonquière en 2012, le drame d'un homme dont la seule faute fut d'avoir voulu privilégier la concertation et le dialogue sur la violence et l'intolérance dans une période difficile de l'histoire de notre cité. Mais jugez vous-même. La chaleur est accablante ce 7 septembre 1874 à Marseille. Dans la salle du conseil de guerre de la cité phocéenne, le président, le colonel Défi, s'installe pesamment au fond de son fauteuil. Il essuie son front ruisselant de sueur avec son grand mouchoir à carreaux. Il est visiblement mal à l'aise et semble résigné à tenir le rôle qui lui était dévolu dans le procès s'ouvrant ce jour-là, à 3 heures précises, et qui n'était pas un procès ordinaire. Il rassemble en effet une foule dense et colorée, parmi laquelle on reconnaît les personnalités les plus en vue du grand patriciat d'affaires, marseillais, en fait les principaux notables de la ville. Des manifestations sont redoutées. La ville tout entière a du mal à contenir sa colère. À toutes les portes de la salle du conseil, des sentinelles armées sont prêtes à toute éventualité. Il en est de même à la porte d'entrée du palais de justice. Le commissaire du gouvernement, le capitaine Dagon de Lacontrie, un homme pourtant habituellement sûr de lui et serein en toutes circonstances, est nerveux et impatient. « Messieurs, faites entrer l'accusé !» L'accusé n'est autre que David Bosc, l'un des notables les plus connus et les plus populaires de la ville, et celui-ci ne risque pas moins que sa tête pour des faits qui remontent 4 ans en arrière, alors que Marseille était en état de siège. Dans un silence de cathédrale qui contraste avec le brouhaha qui l'avait précédé, l'accusé est enfin introduit, en compagnie d'un certain Brande, ferblantier de son état, et qui, lui, ne semble intéresser personne. Il est aussitôt interrogé par le président. « Accusé, quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et adresse ?» David Bosc, 57 ans, armateur, demeurant à Marseille, 83 rue Sylvabel. Accusé Bosc, vous êtes prévenu d'arrestation illégale et de complicité de pillage le 5 septembre 1870 sur la personne et au domicile de l'agent de police Marty Jaurès, demeurant à Marseille, 49 rue Breteuil. La loi vous donne le droit d'user de tous les moyens permis pour vous défendre. David Bosc écoute sans sourciller, le visage de marbre, l'œil aigu fixé sur le président. Un sourire à peine perceptible se dessine sous sa moustache à la gauloise. Son calme et sa décontraction contrastent avec la nervosité et l'agitation des gens qui l'entourent. Le chef d'inculpation qui a amené devant le conseil de guerre cette personnalité connue, à la fortune solidement assise et à la réputation au-dessus de tout soupçon, semble relever de la galéjade, digne de la ville où naîtra le grand Marcel Pagnol, 20 ans plus tard, et on aurait eu envie d'en rire si la vie même de l'accusé n'avait pas été en cause. David Bosc est en effet inculpé d'arrestation arbitraire et de pillage. Pillage qui consistait en un revolver, un pistolet,
un casse-tête, un képi, un chapeau, un manteau, un pantalon et une somme de 45 francs. La parfaite panoplie d'agents de police sous Napoléon III. En fait, les deux protagonistes de cette tragicomédie sont David Bosc et la bonne ville de Marseille. Et le procès, à travers celui de l'armateur marseillais, sera d'abord celui d'une ville coupable de trop aimer son indépendance et sa liberté face à la toute-puissance et au monopole parisien. Rue Stanislas Torrent, qui s'appelait alors la rue des Princes, c'est là que tout commença. Nous sommes en 1850. Un jeune Nîmois, David Bosc, emménage au numéro 11 avec son épouse Anne et leur garçonnet Louis, âgé de 2 ans. Les Bosc sont une famille d'industriels, tanneurs de père en fils, famille de terriens très attachés au sol et à leur ville natale, propriétaires de nombreux immeubles, de maisons avec jardins, de vignobles et de champs d'oliviers, et descendants des Huguenots cévenols qui avaient l'habitude des combats et de l'aventure. David Bosc a hérité de la ténacité et de l'esprit d'initiative de ses ancêtres. En venant s'installer à Marseille avec sa femme et son fils, il a bien l'intention de poursuivre allègrement le chemin tracé par eux en utilisant sa part de l'héritage paternel pour fonder, avec son frère aîné, Jean-Jacques, une nouvelle entreprise dans la lignée de la tradition familiale. Tout naturellement, il s'installe négociant en cuir dans la grande cité au passé déjà prestigieux et ouverte par son port sur le vaste monde. Il établit bientôt des relations suivies avec les grands pays d'élevage, fournisseurs de l'indispensable matière première, et notamment ceux d'Amérique du Sud. Progressivement, en moins de 10 ans, la maison Bosc se dotera de plusieurs voiliers long courriers, commandés par des capitaines marins de Provence, dignes descendants de Pythéas, bons vivants, chaleureux et fins manœuvriers. Et comme il apparaît nécessaire de remplir ces navires pour le voyage aller, notre négociant en cuir devint armateur et fera bientôt son entrée dans le cénacle prestigieux des commerçants, banquiers et armateurs de Marseille. Sous le Second Empire, bénéficiant des avancées scientifiques et techniques de cette seconde moitié de siècle, les commerçants et les industriels allaient faire prospérer de façon significative leurs affaires et s'enrichir, ce qui provoqua un effet boule de neige dans le reste de la population et contribua à l'euphorie générale qui s'empara du pays de 1850 à 1865. Et plus dure sera la chute. Marseille participe largement à cette prospérité générale, et à l'exemple de Paris, qui change son look sous l'impulsion du novateur baron Haussmann, Marseille, pour sa part, s'offre un lifting sans précédent. Et on peut dire que son visage actuel date de Napoléon III, dont l'épouse, l'impératrice Eugénie, avait, on le sait, un faible pour Marseille. David Bosc participait évidemment à cette prospérité par son travail acharné, son esprit d'initiative et sa vitalité, et l'ascension du petit Nîmois fut parallèle à l'expansion de Marseille, cette ville qu'il avait tout de suite adoptée et qu'il aimait passionnément, presque viscéralement. Curieusement, ils allaient connaître tous deux, David Bosc et Marseille, les mêmes réussites et les mêmes avanies, peut-être parce que tous deux aimaient par-dessus tout la liberté et ne supportaient pas les contraintes et les dictats. Si l'Empire avait apporté à Marseille la prospérité, David Bosc n'en demeurait pas moins un opposant actif à Napoléon III, Napoléon le Petit,
comme il se plaisait à l'appeler, paraphrasant ainsi le grand Victor Hugo, pour lequel il avait une grande admiration et qui, dès le lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, s'était violemment élevé contre le nouveau régime. David Bosc est en effet républicain, et malgré sa position et sa notoriété, avec un courage qui mérite d'être souligné, il se donnera à fond au soutien des idées républicaines auxquelles il croyait profondément. Celui qui, au fil des années, était devenu l'une des grandes fortunes de la ville, mit celle-ci et toute sa fougue au service de ses convictions. Il mènera d'ailleurs de front ses affaires et une honorable carrière politique. Il approuvera la création par Toussaint Samat d'un journal qui deviendra le Petit Marseillais et dont le premier numéro, vendu 5 centimes, paraîtra le 22 mars 1868. Ce journal sera l'un des plus lus à l'époque, ne dissimulant guère son hostilité au régime. Même s'il refusera de le porter sur les fonds baptismaux, David Bosc lui restera toujours fidèle. Par la suite, il soutiendra avec énergie la création d'un autre journal courageusement républicain, l'Égalité. En septembre 1870, il est élu au conseil municipal de Marseille en tant qu'adjoint du nouveau maire Thomas Bory, un conseil d'opposition tout à fait légal et qui, à la chute de l'Empire, allait tout naturellement faire figure d'autorité locale. Marseille apprendra avec stupeur le désastre de Sedan, la captivité de l'empereur et la proclamation de la République à Paris le 4 septembre 1870. Mais les informations qui parviennent de la capitale ce jour-là restent confuses et incomplètes. On ignore notamment la formation du gouvernement de la défense nationale, qui sera constitué en fin d'après-midi et sera présidé par le général Trochu. À Marseille, ce 4 septembre 1870 est une belle journée ensoleillée. Le Mistral fait claquer les volets des fenêtres et virevolter dans le ciel les feuilles tombées des grands platanes qui bordent alors de nombreuses rues de la ville. Tout reste calme, encore, comme si les Marseillais sceptiques, suivant leurs habitudes, attendaient sagement d'en savoir plus avant de se lamenter ou de se réjouir. Toutefois, dans le courant de l'après-midi, des bandes de jeunes gens et d'adolescents s'exaltent et commencent à parcourir la ville en chantant joyeusement la Marseillaise. Puis commence la chasse aux emblèmes impériaux, notamment aux aigles sculptés au fronton de l'hôtel de la préfecture ou ceux peints aux enseignes des magasins qui se targuaient du titre de fournisseur de l'empereur ou de l'impératrice. Au début, tout se déroule dans la bonne humeur, sans le moindre incident. On rit, on plaisante, on se congratule. Une atmosphère de fête populaire et de grande kermesse s'étend peu à peu dans la ville. Les Marseillais semblent oublier ou ne pas prendre conscience de la situation catastrophique de la France, vaincue, humiliée et vacillante au bord de l'abîme, ni les innombrables victimes innocentes qui laissèrent leur vie un peu partout sur le sol de France. Marseille est la ville de tous les paradoxes. Au lendemain de la chute du régime, l'essentiel de l'autorité passa donc entre les mains d'un corps régulièrement élu sous l'Empire, dans le cadre même des constitutions impériales, et régulièrement installé dans les fonctions par le préfet. Toutefois, comme on l'a vu, le conseil municipal élu en 1870 était formé d'opposants, dont David Bosc. Mais il n'en représentait pas moins la légalité,
poussant même le souci de cette légalité jusqu'à demander, ce même 4 septembre, au préfet Levert, alors en fonction, l'investiture officielle. Celui-ci le convoqua aussitôt, procéda à son installation et demanda, ce qui fut accepté, que l'entrée à la mairie de la nouvelle municipalité n'eut lieu qu'à 2 heures de l'après-midi, afin d'avoir le temps de prévenir comme il se doit l'ancienne administration. On peut donc dire que tout se passa dans les formes les plus régulières. Le nouveau conseil municipal entendit bien apporter des changements significatifs, mais dans le cadre existant et la légalité. Il promettait en quelque sorte ce que l'on appellerait aujourd'hui le changement dans la continuité. Cependant, en fin d'après-midi, des hommes armés se joignirent aux bandes de jeunes, et la kermesse prit tout à coup figure d'émeute. La préfecture est envahie, et le préfet Levert molesté et menacé à mort. Grâce à l'intervention musclée de David Bosc, il parvint à s'échapper et fut hébergé chez l'archiviste en chef, Louis Blancard. Il dut laisser la place à son corps défendant, à un nouveau préfet, un certain Alexandre Labadier, honorable marchand de draps et parfait honnête homme au demeurant, mais dont on se demande encore aujourd'hui par qui il fut nommé, le gouvernement de défense nationale n'ayant pas encore eu, et pour cause, le temps d'intervenir. Labadier s'entoura d'un groupe de personnalités nouvelles, dont Maître Blanc, jeune avocat qui prit en charge la police. Les jours suivants, les violences dans la rue vont se multiplier et l'emporter sur les manifestations de joie à bon enfant du 4 septembre. Très vite se dessine ce que sera l'histoire tumultueuse du gouvernement de la défense nationale à Marseille. Aux hommes de l'Empire succèdent, on l'a vu, des hommes de l'opposition, des républicains, convaincus comme David Bosc, mais possesseurs d'un mandat régulièrement confirmé par le corps électoral, détenteurs d'une autorité régulièrement transmise et confirmée, des républicains partisans de l'ordre et de la réconciliation qui souhaitent des changements, mais dans la paix civile. En face d'eux, d'autres républicains plus radicaux et qui veulent l'éclatement d'une véritable révolution faisant table rase du passé, comme le jeune typographe Bastelica, utilisent tous les moyens pour arriver à leur fin. La police étant dissoute, seuls les sapeurs-pompiers pouvaient encore résister aux assauts de ces hommes déterminés. Le 5 septembre, le conseil municipal nomma une commission départementale de 12 membres, dont David Bosc, dirigé par un jeune avocat d'origine israélite, Gaston Crémieux, qui faisait ainsi son entrée sur la scène politique marseillaise. C'est dans ce contexte particulièrement délicat que vont se produire les événements, ou plutôt devrait-on dire le banal incident qui conduisit 4 ans plus tard David Bosc sur le banc des accusés. Ce même 5 septembre, David Bosc revenait du palais de la Bourse, las de la journée, et rentrait chez lui rue Sylvabelle. Il habitait au numéro 83 dans une belle maison ancienne, spacieuse, qui conservait encore un air du XVIIIe siècle. Le temps s'était écoulé, inexorablement, depuis l'époque de sa jeunesse et de son installation dans le petit appartement de la rue Stanislas-Torrent. Le petit Nîmois avait fait son chemin, et il faisait désormais partie des notables respectés de la ville. Mais il gardait une certaine nostalgie de ses débuts qui ne furent pas toujours faciles. Pourtant, jamais il n'avait perdu son enthousiasme et sa détermination, soutenu sans relâche par son épouse Anne.
Celle-ci appartenait à une de ces familles de Provence où survit l'ascendance sarrasine qui se traduit dans la forme des noms patronymes en an, les traits du visage. Anne Arnassan avait le teint mat, les cheveux noirs de jet, la main petite et patinée, et une force de caractère qui fera l'admiration de tous, notamment lors du procès de David. Conscient du poids de ces nouvelles responsabilités dans une période particulièrement difficile, le nouvel adjoint au maire analysait dans sa tête les événements qu'il venait de vivre la veille, tout en remontant la rue Paradis. Il s'arrêta quelques instants sur la place Paradis, devenue place Estrangin depuis qu'un certain Estrangin l'avait dotée d'une jolie fontaine aux eaux jaillissantes dans une grande conque de pierre encadrée de marronniers, surmontée d'une statue allégorique de Marseille, un tantinet trop classique, mais où figure un garçonnet nu au corps délicatement modelé. Puis il poursuivit son chemin et ses réflexions sur la situation politique nouvelle et les espoirs et les dangers qu'elle engendrait. Après avoir pris le cours Bonaparte, actuellement Pierre Puget, il atteignit la rue Breteuil, qui avait conservé son air de rue provinciale, familière et conviviale. Arrivé à la hauteur du numéro 49, où se trouvait un grand immeuble qui faisait l'angle avec la petite et calme rue de Bellois, il fut brusquement ramené à la réalité par un attroupement de 200 ou 300 personnes vociférantes et gesticulantes. En fait, rien de très anormal. Depuis 2 jours que la ville était en effervescence et vivait au rythme des nouvelles, souvent contradictoires, qui lui parvenaient de la capitale. David Bosc avait croisé plusieurs fois des foules excitées et assisté quelquefois à des scènes cocasses où joie et colère étaient souvent intimement mêlées. Mais cette fois-ci, il se trouvait dans son quartier, un quartier qui faisait alors figure de petit village au milieu de la grande ville, et il voulut savoir ce qui se passait. Il se glissa au milieu d'un groupe agité d'hommes et de jeunes gens armés et s'informa auprès d'eux. Il s'agissait de l'arrestation d'un agent de police à son domicile pour des motifs des plus ténébreux. « Respect à la justice du peuple !» s'écriait un adolescent, l'œil hagard et le cheveu hirsute, tout en brandissant maladroitement un fusil plus gros que lui. À ses côtés, un gros homme à la cravate tricolore proférait des menaces à tous ceux qui s'opposeraient à la justice républicaine. Homme de concertation, David Bosc tenta d'abord de calmer la fureur de la foule et, s'adressant à l'adolescent et au gros homme, d'engager le dialogue. Mais en vain. Entre-temps, l'agent avait été solidement ligoté par une demi-douzaine d'hommes déterminés. David Bosc adressa quelques paroles d'encouragement à la femme de l'agent, lui promettant de s'occuper dès le lendemain de faire relâcher son mari. C'est ce qu'il fit d'ailleurs, mais dans l'immédiat, constatant son impuissance, il repartit en contenant son exaspération et rentra chez lui. Voilà résumé toute l'affaire telle qu'elle se passa et le rôle qui fut joué par David Bosc. Les années qui suivront seront pour David Bosc et pour Marseille particulièrement éprouvantes. Le 25 septembre, au soir, les gardes civiques d'Alphonse Esquiros, représentant le gouvernement de la Défense nationale, investissent la résidence des Jésuites à la Mission de France et se livrent aux pires exactions sur les pères jésuites. Leur supérieur, le père Tissier, un homme simple, estimé par tous, est arrêté comme un simple malfaiteur. Le 29 septembre, 2 notables marseillais, estimés par tous, M. Antoine Cazeneuve et M. Henri Bergasse,
directeur de la Société marseillaise de crédit, parviennent à le rencontrer et font appel à un avocat réputé, maître Paul Deluille Martigny, pour défendre l'infortuné prêtre. Celui-ci multiplie aussitôt les interventions auprès des autorités. David Bosc, dans son souci de justice et d'équité, le reçoit au nom du maire et lui apporte son soutien, celui du maire et de l'ensemble du conseil municipal. À l'issue de cette rencontre, il raccompagne lui-même l'avocat, lui mit la main sur l'épaule avec bonhomie et lui dit presque à voix basse, mais d'un ton ferme et rassurant, « Je vous sais gré de votre visite. Croyez bien que je partage vos sentiments. Je ne supporte pas l'injustice d'où qu'elle vienne, et je ferai tout ce qu'il m'est possible de faire pour obtenir la libération de ces hommes incarcérés sans motif. » Gambetta, ministre de l'Intérieur, finit par intervenir personnellement et exigea la démission immédiate d'Esquiros, et le 18 octobre, les prêtres seront enfin libérés. Le 1er novembre 1870, la commune de Marseille est déclarée. Drapeau rouge en tête, des jeunes gens, aux idées généreuses, marchent sur la mairie de Marseille. Parmi eux, un jeune homme de 19 ans, au visage grêlé, à la chevelure en broussailles, le journaliste et poète Clovis Hugues, qui magnifiera dans des poèmes enflammés la commune de Marseille. Peu de temps après, il fondera La Voix du Peuple, un journal qui se réclame ouvertement de la commune. David Bosc n'est guère impressionné par cette explosion populaire qu'il regarde presque avec sympathie, séduit par l'enthousiasme d'une jeunesse marseillaise dont il partage les espoirs. Même dans les circonstances les plus tragiques, il gardera toujours son sang-froid et il privilégie en premier lieu la concertation. Dans la vie politique, comme dans la gestion de ses affaires, il ne se laissera jamais influencer par personne, et au sein du conseil municipal, il fait son devoir. Un point, c'est tout. Parfois, d'un œil goguenard, il observe les gesticulations théâtrales des uns ou des autres, regrettant que la sagesse ne l'emporte pas plus souvent sur le fanatisme. L'homme fort de cette commune est le citoyen poète Alphonse Carcassonne, rêveur impénitent qui vit bien loin des réalités. L'ordre est rétabli rapidement par le préfet Jean, qui allait organiser dans la sérénité les élections législatives à Marseille. À l'issue de ces élections, le 8 février 1871, l'Assemblée nationale désigna un Marseillais, Adolphe Thiers, pour diriger le gouvernement. Peu de temps après, le général Espivent de la Villebouannais est nommé gouverneur de Marseille. Dans le même temps, on reparle dans la ville du volcanique Gaston Crémieux. Il est très aimé par le petit peuple dont il incarne souvent les justes aspirations. David Bosc, qui, on l'a vu, fit partie de la commission départementale de 12 membres dirigée par Gaston Crémieux en septembre 1870, bien qu'il s'en soit retiré avec ses collègues du conseil municipal par la suite, apprécie son intelligence et son dévouement envers les plus défavorisés. Le 22 mars, à Paris, un nouveau gouvernement est formé, sous le signe de la Commune, et le gouvernement de Thiers se replie à Versailles. Clovis Hugues s'adresse alors avec fougue aux Marseillais. « La monarchie triomphe, et M. Thiers est son ministre. Groupons-nous, fermes et résolus, autour de notre chère République. » Pour beaucoup de Marseillais, l'amalgame est aussitôt fait entre Thiers et les monarchistes, et la commune fait tache d'huile. C'est sous le nom de commission gouvernementale que la commune, réplique de la commune parisienne,
s'installe à la préfecture présidée par Gaston Crémieux. La situation est explosive. Gaston Crémieux s'efforce, bien maladroitement, de calmer les esprits. Rentrez chez vous, prenez vos fusils, non pas pour attaquer, mais pour vous défendre. Le 3 avril, Marseille est en pleine ébullition. Le conseil municipal, qui reste toujours une autorité légale, ne parvient pas à redresser la situation et ne peut que déplorer son impuissance devant un tel déchaînement de passion et de violence. Les insurgés de la commune occupent bientôt la préfecture et le drapeau rouge flotte aussitôt sur le monument. Le préfet et le procureur sont prisonniers, ainsi que la délégation du conseil que dirige David Bosc. Au chantage odieux succèdent des menaces de mort sans équivoque. Livrez-nous le fort Saint-Nicolas, sinon... Imperturbable, David Bosc refusera avec détermination de livrer le fort aussi vite, car s'il est l'homme de la concertation, il ne sera jamais l'homme des compromissions. Les troupes régulières se replient alors sur Aubagne, qui devient le Versailles du général Espivent, lequel déclare immédiatement le département des Bouches-du-Rhône en état de siège. La confusion est la plus totale. La transition douce se solde définitivement par un échec qui sera durement ressenti par David Bosc. Désormais, Marseille se déchire sans retenue, à l'image de Paris, et des deux côtés, c'est le triomphe du fanatisme et de la haine. Le 4 avril, les troupes régulières du général Espivent rentrent à Marseille. La préfecture est bombardée depuis le fort Saint-Nicolas et la colline de la Garde. Les Marseillais, qui conservent leur sens de l'humour, même dans les circonstances les plus dramatiques, rebaptisent la bonne mère Notre-Dame de la Bombarde. Une des statues ornant la façade de la rue Montaut a la tête emportée par un boulet, première innocente victime d'une longue série. On dénombrera plus de 150 morts. Les chasseurs à pied chargent, enlèvent la préfecture par la porte de Saint-Féréol, tandis que les occupants s'échappent par les jardins de la rue de Rome. De nombreux journalistes communards sont emprisonnés au fort Saint-Nicolas. On ne comptera pas moins de 600 arrestations. Une page sanglante de l'histoire de notre ville vient d'être tournée. Singulier personnage que ce général Espivent de la Villeboinay. Nouveau venu à Marseille, qui ignore tout de cette ville et de ses habitants, et qui, aussitôt, s'y comporte en conquérant. Fils d'émigré de 1789, il n'a jamais pu digérer l'affront que la République a infligé à sa famille. Pour cet homme, aveuglé par ses ressentiments, ceux qui depuis des mois luttent pour contenir la fermentation de la cité et opérer les changements nécessaires dans la légalité, notamment au sein du conseil municipal, ne sont en fait que des ennemis de l'ordre moral, futur cheval de bataille du maréchal MacMahon, lorsqu'il accédera à la magistrature suprême. Par ailleurs, il ressentait confusément l'existence d'une véritable solidarité marseillaise au-delà même des barrières sociales, et cela, il ne le supportait pas. Tous les Marseillais étaient donc précipités par lui dans le même panier, et Marseille était mise à l'index. Le 12 juin 1871, 17 accusés comparaissent devant le conseil de guerre, dont le principal leader de la commune marseillaise, Gaston Crémieux. Le factieux incorrigible sera fusillé le 30 novembre 1871 à 7 heures du matin dans les jardins du palais du Pharaon.
Le feu du peloton fit une veuve de 22 ans et 3 petits orphelins. David Bosc est indigné par l'assassinat de l'avocat des pauvres dont il avait pourtant combattu les idées, et l'exaspération grandit dans le patriciat marseillais. Édouard Drummond écrit de son côté dans La France juive. Thiers avait accordé la grâce de Gaston Crémieux. Ce fut le général Espivon de la Villeboinay qui le fit exécuter, pour ainsi dire, de son initiative personnelle. Ce n'est pas en multipliant les déportations au bagne de Cayenne et les exécutions que l'on parviendra à la réconciliation générale, constate avec amertume David Bosc. Pouvait-il imaginer alors que lui-même allait comparaître 3 ans plus tard devant le Conseil de guerre, et de surcroît pour un motif aussi invraisemblable que ridicule? Nous revoilà dans cette même salle du Conseil de guerre le 7 septembre 1874. D'une voix forte et ferme, David Bosc expose très simplement les faits qui se sont produits ce fameux 5 septembre 1870 et sa vaine intervention pour tenter de ramener le calme et empêcher l'arrestation de Bartijoré. Le président prend alors en main le rapport de police, un singulier rapport de police qui fait songer à celui de l'habit vert. Ce rapport de police, que lit lentement le président du Conseil de guerre, sera aussi curieusement contredit de bout en bout par les dépositions ultérieures. Tout le procès ne sera qu'un tissu de contradictions. Dans cette infâme galimatia, une poule aurait du mal à retrouver ses poussins, et la justice ne pouvait qu'en perdre son latin. Voici d'abord le plaignant, l'agent de police et sa femme. Ils déposent à tour de rôle et leur dire ne sont pas d'accord avec le rapport. De surcroît, ils ne sont pas davantage d'accord entre eux. La jeune femme, visiblement perturbée par cette affaire, affirme avoir vu l'accusé et l'avoir entendu commenter les émeutiers. L'agent soutient n'avoir rien vu, ni rien entendu de semblable. Il n'a aucun souvenir de l'accusé. Le rapport de police dit pour sa part que celui-ci a conduit lui-même le plaignant à la préfecture en le tenant par le bras. L'agent affirme que non, et répète qu'il n'a jamais vu l'accusé ce jour-là. Sa femme dément et précise que l'accusé a dirigé la fouille et le pillage, consistant, rappelons-le, en un revolver, un pistolet, un casse-tête, un képi, un chapeau, une épée, un manteau, un pantalon et 45 francs. On peut se dire que le puissant armateur, adjoint au maire, avait eu une soudaine envie de se monter une jolie panoplie d'agents de police. Ou peut-être tout simplement était-ce en vue d'un bal costumé. Toutes les hypothèses ne sont-elles pas envisagées, même les plus farfelues, lorsque l'on veut découvrir la vérité? Mais passons à présent aux témoins à charge qui, à coup sûr, vont certainement éclaircir cette nébuleuse histoire. Hélas, personne n'a rien vu. Ni Gaspard Lévy, marchand de bois, ni Lacroix, commissaire de police, qui s'étonne de sa présence ici, car à l'époque des faits, il était aux armées. Ni Maître Blanc, avocat, qui lui était bien à Marseille ce jour-là, mais ne se trouvait pas rue Breteuil. Quant à Dame Prévost, 88 ans, si désespérément sourde qu'il faut monter sur l'estrade pour que le président lui parle de bouche à oreille, elle ne sait rien. Le conseiller Gourrier, pour sa part, dément les propos à lui prêtés par le rapport de police.
Des rires fusent dans la salle. Le président réclame alors le silence. Mesdames, messieurs, je vous en prie, nous ne sommes pas à l'opéra comique. Le capitaine Dagon de la coterie se lève cérémonieusement. Tous les regards se tournent vers lui. C'est le réquisitoire. Le capitaine appartient au 55e chevau léger. C'est sans doute pour cela qu'il glisse allègrement sur les contradictions du rapport et des témoignages. En fait, il va s'appliquer, avec soin, à faire ressortir la gravité de ce pillage à main armée. Il semble persuadé que l'accusé est bel et bien l'instigateur de ce pillage. Et partant de cette certitude, il va démontrer que pour s'emparer du précieux butin, David Bosc n'a pas hésité à exposer un pauvre homme à la prison et à la mort. On croit rêver. Cette histoire abracadabrantesque, qui ne repose sur aucun élément tangible, n'est pas un instant mise en doute par le commissaire du gouvernement. La volonté de celui-ci d'entériner cette fable est manifeste. Dans quel but? Dans la salle, les notables venus soutenir l'accusé commencent à se poser la question, tandis que dans les rues, tout autour du palais de justice, la grogne des Marseillais de toutes conditions, réunis pour manifester leur solidarité à David Bosc, s'intensifie. Par ailleurs, des journalistes, des écrivains, des artistes se mobilisent en sa faveur. La parole est à la défense, pour reprendre la formule consacrée. Celle-ci est représentée fort brillamment par maître Hornbostel, un avocat d'une cinquantaine d'années dont la réputation de talent et d'intégrité est depuis longtemps établie à Marseille. Sa plaidoyerie se révélera être un superbe morceau d'éloquence judiciaire, équilibré, charpenté, solide. Après avoir navigué entre le burlesque et le ridicule, le procès allait enfin redevenir sérieux. Car il ne faut pas oublier, au milieu de cette pantomime, que l'accusé est jugé pour des faits graves et qu'il risque même sa tête. Ainsi, l'auditoire, après avoir souvent souri et plus souvent haussé les épaules, est ramené à présent à la réalité par maître Hornbostel, dont la gravité et la force de conviction contrastent avec le manque d'assurance et les incessants atermoiements de l'accusation et du commissaire du gouvernement. La réalité, c'est que l'on assiste à un véritable procès politique. Un procès politique. Le général Espivent veut la tête de David Bosc, comme il avait eu celle de Gaston Crémieux. Il veut sa tête parce que l'accusé représente tout ce que le général exècre. La réussite, la popularité, l'esprit de conciliation, des idées républicaines et un attachement quasi viscéral pour sa ville. Procès contre un homme, figure emblématique de la société marseillaise qui s'est toujours singularisée et n'a jamais supporté les ingérences ou les leçons du pouvoir parisien. Le procès David Bosc, c'est en définitive le procès d'une ville, Marseille. Et c'est bien ainsi que les Marseillais, les notables comme le petit peuple, le ressentent, d'où la tension extrême qui règne dans la ville, et partout dans la ville, en ce mois de septembre 1874, 4 ans après la fin des événements tragiques de la Commune. Tous les grands capitaines d'industrie, banquiers ou armateurs comme David Bosc, qui constituent l'état-major économique de la ville et forment en quelque sorte sa colonne vertébrale, possèdent la volonté bien arrêtée de n'accepter aucune domination imposée,
et se savent dans le collimateur du général Espivent. Ils savent aussi que tous les Marseillais, qui, à leur image, possèdent alors cet orgueil et cette volonté, les soutiennent fermement. C'est en fait pour cela, ils en sont persuadés, que Marseille, la ville rebelle, à travers David Bosc, allait être jugée. Maître Hornbostel écarte d'un mot la possibilité de conclusion d'incompétence, de prescription, de légalité. Ce qu'il veut, c'est arriver au plus vite au fond de cette affaire et démontrer que ce procès n'est rien moins qu'un procès politique. Soudain, il brandit comme une arme un volumineux cahier où une déclaration impérieuse, autoritaire, d'incrédulité dans l'accusation, de confiance dans l'accusé, est suivie d'une interminable liste de signatures de tous ceux qui comptent à Marseille dans le patriciat de l'industrie, du commerce, de la banque, de l'armement. La production de ce cahier suscite une vive sensation. Un malaise est visible au sein du Conseil. Cette unanimité de tout un milieu social défendant un de ses pairs est impressionnante. Elle va contribuer à désamorcer la bombe qui était destinée à faire disparaître celui qui serait devenu l'innocente victime d'une sorte de raison d'État et des troubles ressentiments d'un officier mal dans sa peau. À présent, c'est le récit des événements auxquels a été mêlé l'accusé, la prise du pouvoir légal par le Conseil régulièrement élu dont il était l'un des chefs, son rôle de modérateur au milieu des troubles, le sauvetage du préfet Levert par l'accusé, suivant le rapport même du comte de Sugny, l'arrestation à 2 reprises de l'un des témoins, le commissaire Lamolle, et sa libération chaque fois sur l'intervention de l'accusé. Puis vinrent les jours tragiques. Le préfet et le procureur prisonniers, la délégation d'un conseil que dirige l'accusé prisonnière, et l'affaire du fort Saint-Nicolas, puis l'intervention des troupes régulières et la reprise de la préfecture. Voilà pour le décor. Quant au fond du procès, on ne peut que dénombrer les confusions et les contradictions qui caractérisent cette singulière affaire. Le capitaine Dagon réplique. Il commence par une phrase admirable. Malgré le déluge d'éloquence qui semble vouloir m'abîmer, je crois pouvoir sauver la barque de l'accusation et faire concourir cette éloquence même à son profit, car les eaux du ciel, lorsqu'elles viennent à se mêler aux eaux de la mer, servent à soutenir le vaisseau du navigateur. Si vous condamnez l'accusé, tous les honnêtes gens dont on vous a lu les noms et le défenseur même ne voudront plus le connaître. Imprudence en effet, car aussitôt, tel un diable jaillissant de sa boîte, maître Hornbostel se lève, tout bouffon de colère, aurait dit Daudet. Sa réplique est cinglante. Puisque l'accusation sous cette robe cherche l'homme, ce n'est pas l'avocat qui plaide, c'est l'homme indigné qui se dresse. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont tous ceux qui ont signé le texte impérieux que je vous ai lu. Je demande la justice, j'exige la justice, c'est la justice que je réclame, c'est sur elle que je dois compter. La réplique vigoureuse de l'avocat produit une vive sensation dans la salle et un tumulte, aussitôt réprimé, éclot. Peut-on lire dans la sténo de la fin de l'audience. Le visage cramoisi et toujours ruisselant, le président, le colonel Delphi, qui semble-t-il souhaite en finir au plus vite, prend alors la parole.
Accusé Bosc, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Non, messieurs, je m'en rapporte à la sagesse du Conseil. C'est la dernière phrase prononcée par David Bosc. Le Conseil de guerre entre en délibération. La justice va bientôt être rendue. Marseille attend le verdict avec angoisse, persuadé que du sort de David Bosc dépend son propre sort et son avenir. Après 20 minutes de délibération, le Conseil de guerre reprend la séance et prononce le verdict d'acquittement. C'est le soulagement et la joie dans la salle, et au-delà même des murs du palais de justice, dans toute la ville. Le colonel Défi ne peut s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Déchargé d'un poids devenu impossible à porter, il semblait soudain reprendre vie. Quant au commissaire du gouvernement, il quitte la salle, visiblement détendu et serein. La tragicomédie était, ou semblait être, terminée. Le cercle familial se reconstituait dans la paisible demeure de la rue Sylvabel. Dans la tiédeur d'un crépuscule de septembre provençal et le silence de la large rue aux façades closes sur les beaux immeubles luxueux, la famille et les amis se retrouvaient. La femme et les deux fils, les ménages des frères et des sœurs, les amis heureux et fidèles qui, autour de l'acquitté, composaient, à la mode marseillaise, une union sacrée de royalistes, de bonapartistes, de républicains, de catholiques, de protestants, de juifs et même d'orthodoxes. Heure délicieuse de détente après l'angoisse du drame. David Bosc a retrouvé sa foi en la justice. Il se prend à rêver d'un monde meilleur et d'une société plus juste quand la guerre sera enfin bannie et que l'homme sera plus raisonnable. Mais l'accalmie ne fut que de courte durée. Dès le lendemain, les nuages réapparaissent. Des avertissements discrets parviennent quand, au lieu, l'acquittement avait violemment irrité les puissances, que le général Espivent, qui faisait une véritable fixation sur David Bosc, n'avait pas accepté ce qu'il considérait comme un affront personnel et qu'il menaçait de démissionner. Il ressentait en effet cet acquittement comme un camouflet que lui aurait infligé Marseille, la rebelle, et il laissa éclater sa colère et sa haine, menaçant les foudres du ciel, notre cité et sa population, dont le manque de gratitude l'irritait profondément. N'avait-il pas ramené l'ordre et la paix à Marseille? Personne ne semblait s'en souvenir. Le colonel Défi et le capitaine Dagon de la Contrie firent les frais de cette colère et ils furent manu militari relevés et renvoyés à leur corps. Un président nouveau fut nommé, le colonel Donat du 4e chasseur à cheval, et un substitut de carrière était désormais adjoint au nouveau commissaire du gouvernement. Le général Retort cherchait à présent à reprendre les poursuites sur un autre terrain. On reste confondu par tant d'hostilité et de malveillance envers un homme, et surtout envers une ville. David Bosc restait donc l'homme à abattre. Dans la République française du 18 septembre 1874, on pouvait lire: Monsieur le général Espivent de la ville de Beauharnais a été très désagréablement surpris de l'acquittement du sieur Bosc,
un des chefs du parti radical à Marseille. C'est pourquoi on fait courir le bruit de sa démission. Monsieur le général Espivon de la ville de Boisney, depuis qu'il commande l'état de siège à Marseille, a rendu les plus grands services à la cause de l'ordre, et les conservateurs ne pourraient, sans le plus grand regret, voir se retirer un homme qui a droit à toute notre sympathie, en raison même de la haine que lui portent les radicaux. La priorité était désormais pour David Bosc de se mettre à l'abri d'une nouvelle arrestation. Et pour cela, il fallait momentanément quitter la France et se faire oublier en attendant des jours meilleurs. La décision fut vite prise. Louis Bosc partit en éclaireur et alla reconnaître un possible refuge au-delà de la frontière en Italie. Son choix se porta sur Bordighera à cause de la proximité de la France et aussi du site délicieux et des bois d'oliviers couvrant en vagues argentées les quelques dernières ondulations des Alpes quand elles viennent mourir dans la mer. Quelques jours après, David et Anne s'installent dans une très belle villa au milieu d'un jardin de fleurs, de palmiers et d'oliviers. Tous ces événements ont resserré encore davantage les liens qui unissaient ce couple modèle qui, dans le meilleur comme dans le pire, suscita toujours par son comportement l'admiration de leurs amis et de tous ceux qui les approchaient. Les semaines, les mois passèrent et peu à peu, le cauchemar s'estompa. Hélas, les 6 mois de détention, les angoisses supportées, les colères et les indignations réfrénées avaient fait leur œuvre sur un organisme que les années troublent, les soucis et les émotions de la guerre, de la révolution et de l'émeute avaient ébranlé. David Bosc prit vite conscience de la dégradation de sa santé. Il souffrait par ailleurs de son exil, et lui qui avait toujours été combatif et persévérant, sombrait dans la mélancolie et la dépression. Il ne croyait plus en rien, ne pouvait s'empêcher de pleurer comme un gosse, et souffrait de ce que Baudelaire appelait, 15 ans plus tôt, dans son recueil Les fleurs du mal, le spleen. Le seul remède pour lui était de retrouver le plus rapidement possible à Marseille, s'y retrouver dans cette ville qu'il avait tant aimée. Pour jouir de la paix, du silence, de la mer, sa famille loua à l'extrémité du Prado une gracieuse villa évoquant quelques palazzino italiens de l'âge heureux. Cependant, ses forces déclinaient rapidement. Mais il avait retrouvé toute son énergie et son sens de l'humour, et conservé pour Anne un sourire franc et lumineux. Hélas, il ne profita guère de ses retrouvailles avec sa chère ville, ni de sa belle villa du Prado. La mort, implacable, l'en empêcha. En octobre 1875, des navires ancrés dans le Lacidon mirent en berne leurs pavillons et leurs vergues en pentaine. Un interminable cortège se déroula lentement au long de la somptueuse avenue. Des gens silencieux et recueillis, des hommes et des femmes, de toutes conditions sociales, des notables et des ouvriers, des jeunes et des vieux, marchaient côte à côte, d'un pas lent et solennel, en contenant parfois difficilement leur immense chagrin. En tête de ce cortège venait un cercueil porté à l'épaule par une équipe d'ouvriers de la maison Bosc, qui était à présent dirigée par Louis, le fils aîné de David, armateur comme son père et futur vice-consul d'Uruguay à Marseille.
Puis suivait Anne, très digne et aussi jolie que lors de son arrivée à Marseille, 25 ans plus tôt, au bras de son époux, mais la mine défaite et les yeux rougis. Leurs deux fils, les frères, les sœurs et toute la famille précédant les amis si nombreux. Quelle belle revanche posthume pour David Bosc. Quelle belle revanche que toute cette ville rassemblée pour un hommage ultime à celui qu'il avait tant aimé et qui possédait le même esprit d'indépendance, la même volonté de refuser toute domination, la même juste fierté. Mais David Bosc n'aurait pas aimé, de son vivant, entendre parler de revanche. Cet homme, foncièrement bon, n'en voulait à personne. Ce n'était pas un homme qui cultivait le sentiment de vengeance. Pour lui, un jour, chacun devait se retrouver seul, avec sa conscience, et il souhaitait que tous ceux qui s'étaient acharnés contre lui puissent être en repos avec leur conscience, comme il l'était avec la sienne. Et c'est en effet un homme serein, en paix avec lui-même et la conscience tranquille, que la mort avait fauché en ce mois d'octobre 1875. Ce ne fut qu'à Castellane, à 3 kilomètres de la plage, que les ouvriers de la maison Bosc consentirent à confier la bière à l'habituel corbillard. David Bosc fut-il la victime d'un procès politique, comme on l'a brillamment soutenu maître Van Borstel durant tout le procès? Sans doute, bien que dans le cas de David Bosc, soit tout à fait singulier, comme le crime d'ailleurs dont on l'accusa, à cause notamment des multiples facettes du personnage, et puis à cause de son parcours public. Ah certes, il est indéniable que c'est aussi l'homme politique que les autorités ont voulu juger, voire condamner. Mais la situation de David Bosc est bien différente de celle de Gaston Crémieux, par exemple, auquel on a tenté parfois de le rapprocher. David Bosc a naturellement eu une action politique qui n'est pas négligeable à Marseille, mais il s'est toujours défendu d'être un homme politique à proprement parler. Et en faire l'un des principaux leaders des radicaux à Marseille relève de la plus pure fantaisie. De surcroît, dans son action politique, il a toujours manœuvré avec modération et prudence. Il détestait le fanatisme tant politique que religieux. Il croyait à une nécessaire évolution de la société vers plus de justice et de progrès sociaux. Mais il ne faut pas oublier que c'était d'abord un partisan de l'ordre et de la paix civile, et non un révolutionnaire doctrinaire, comme d'aucuns ont voulu le laisser croire. Il était le contraire d'un révolutionnaire, et il aurait eu d'ailleurs tout à perdre, lui, le héros du libéralisme et du capitalisme naissant, dans un régime inspiré de Proudhon ou de Bakounine. L'homme que les autorités ont voulu d'abord juger, c'est le notable marseillais, l'homme d'affaires riche, apprécié et considéré, étincelant reflet de ce patriciat dont on a vu l'importance et l'influence dans la cité phocéenne, et les spécificités qui ne le faisaient ressembler à aucun autre. En fait, David Bosc, devant la haute cour, c'était Marseille, sur le banc des accusés. Trop souvent, hélas, la cité phocéenne sera regardée avec suspicion et crainte par le pouvoir central,
et cette attitude frileuse et malveillante à son égard conduira souvent à certains excès contre sa population et ses représentants, dont l'affaire David Bosc est un exemple parmi d'autres. En ce nouveau millénaire, on ne peut que souhaiter que Marseille continue à vivre selon son cœur, dans la paix, l'indépendance et la fraternité, et que ses qualités, mais aussi ses défauts, soient respectés par tous. Puisse aussi la notion de la liberté marseillaise, qui triompha au XIe et XIIe siècle, vivere secundum libertatem massiliensem, devenir un idéal pour les nouvelles générations, comme elle le fut pour David Bosc. Et ainsi, le procès dont il fut l'infortune victime, l'infortunée vedette, aura eu au moins le mérite de servir la cause de cette liberté et de cette indépendance si précieuse au cœur des Marseillais. Je vous remercie.